AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Eh bien bonjour Jean-Marie. S'engager contre la soumission chimique, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec le témoignage de votre invitée, Sandrine Josso, qui est députée MoDem, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. C'est évidemment une cause qui vous tient à cœur, Muriel. Oui, lutter contre la soumission chimique est un élément extrêmement important et il faut vraiment mettre en place des mesures pour la combattre. Cette soumission chimique consiste à administrer à une personne sans son consentement une substance altérant son discernement ou le contrôle de ses actes en vue de commettre un crime, une agression sexuelle, un viol. C'est un acte insidieux qui a pour but d'exercer un contrôle total sur les victimes, les rendant vulnérables et incapables de se défendre. Les violences sexuelles sont souvent la manifestation la plus visible de l'utilisation de la soumission chimique. En 2022, près de 2000 cas ont été recensés dans toute la France. Et ce chiffre est certainement sous-évalué. Dans 9 cas sur 10, la victime est une femme. Et dans 70% des cas, elle subira une agression sexuelle. Mais ce fléau s'étend à d'autres formes d'abus. Manipulation relationnelle, intimidation, harcèlement, escroquerie financière, abus de pouvoir institutionnel. En réalité, la soumission chimique affecte des individus de tout âge, dans divers contextes de leur vie professionnelle et sociale. C'est une violation grave des droits et de la dignité des personnes victimes de cette pratique. Et les agresseurs, motivés par le désir de contrôle, de pouvoir et d'exploitation, y ont recours pour assouvir leur objectif aux dépens même de ces principes. Alors en dépit de sa gravité, la soumission chimique reste malheureusement largement méconnue du grand public. Et si le GHB, connu sous le nom de drogue du violeur, est le plus souvent associé à cette pratique, peu de personnes sont conscientes que nos armoires à pharmacie regorgent de produits ou de médicaments qui, associés ou pas à de l'alcool, peuvent être utilisés à des fins de dépendance totale. Somnifères, anxiolytiques, antihistaminiques, benzodiazépines et cerise sur le gâteau, l'information sur leur utilisation est disponible sur Internet, facilitant ainsi leur utilisation abusive. En France, depuis la loi de 2019, la soumission chimique est devenue un délit à part entière et un facteur aggravant en cas de viol. Mais nous devons aller plus loin et envisager, à l'instar de la Grande-Bretagne ou de la Belgique, la soumission chimique comme une question de santé publique, d'éducation et d'ordre public. Et on en parle tout de suite avec le témoignage de votre invitée, puisqu'on est avec Sandrine Josso, députée MoDem et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Chère Sandrine, le 14 novembre dernier, entre 2 séances de nuit à l'Assemblée nationale, vous accusez le sénateur Joël Guerriau, un homme que vous connaissez depuis 10 ans, de vous avoir drogué à votre insu. Votre réactivité aux symptômes provoqués par la drogue utilisée, qui était de l'ecstasy, vous a permis d'échapper à une agression sexuelle. Et depuis cette soirée, vous avez décidé de jouer un rôle de lanceuse d'alerte contre ce que vous qualifiez de crime parfait. Pourquoi, d'après vous, la soumission chimique crée-t-elle les conditions de ce crime parfait ? Alors la soumission chimique, elle est très sournoise. D'abord parce que on est surpris. Et puis, en général, notre agresseur est dans notre entourage. On le connaît. Mm-hmm. Ce qui se passe, c'est que la personne qui subit une soumission chimique, eh bien, elle peut subir, par exemple, tout simplement une injection de médicaments, mais aussi de drogue. Il y a plusieurs et pléthores formes en fait de soumission. Elle a parfois des blackouts, elle ne se rappelle plus de rien. Donc ça crée un problème parce que lorsqu'elle veut demander de l'aide, elle a du mal parfois à expliquer ce qu'elle a vécu. Et puis, si elle tombe sur quelqu'un qui connaît la soumission chimique, c'est parfois un miracle. Si elle en parle, par exemple, à un policier ou à un gendarme, en général, ces personnes ne sont pas formées. Ils sont formés de plus en plus aux violences faites aux femmes, mais pas à la soumission chimique. Et puis, arrive le moment où il faut des preuves. Et quand je dis que c'est le crime parfait, eh bien, tout simplement, on comprend que sans preuve, c'est difficile d'apporter du crédit à ce qu'on dit et d'être cru. Les substances disparaissent très tôt du corps, donc l'agresseur en fait le sait, et c'est pour ça qu'il utilise ce moyen.
Oui, parce qu'en fait, pour bien comprendre, ces injections, cette prise de médicaments, en fonction de votre réactivité, en fonction de la quantité ingérée, évidemment, si on ne va pas tout de suite se faire analyser, le lendemain, ces preuves-là peuvent avoir disparu, peuvent ne plus exister. Alors, est-ce que il faut pas rendre plus rapide, par exemple, les prélèvements? Est-ce que il faudrait pas impliquer des systèmes comme, enfin, des outils comme les pharmacies de garde ou les infirmières libérales? Parce que, en fait, les laboratoires spécialisés pour ces prélèvements ne sont pas pléthores, si j'ai bien compris. Oui, vous avez tout à fait compris. Il faudrait que ce soit plus rapide et aussi, il faut savoir ce qu'on cherche. Et la toxicologie évolue tous les jours. Et dans les laboratoires, que vous soyez par exemple dans un endroit reculé en ruralité, c'est difficile de trouver un laboratoire qui est spécialisé en toxicologie. Donc ça apporte une autre complexité. Donc les prises de sang, c'est un moyen d'accessibilité à la preuve, mais il y a aussi d'autres moyens que moi je vais pouvoir déployer au sein de ma mission. C'est par exemple ce qu'on appelle l'analyse séquentielle des cheveux. Parce que de cette manière, c'est une technique qui permet finalement d'avoir une possibilité de recourir à la preuve, mais de façon un petit peu plus large dans le temps, parce que vous pouvez tout simplement faire une analyse séquentielle du cheveu 3 mois après, et vous avez toujours des traces. Alors, vous avez été très largement applaudi lors de votre retour à l'Assemblée. Tout le monde vous a soutenu. Et Gabriel Attal vient de vous confier, conscient d'ailleurs de l'importance de ce phénomène, vient de vous confier une mission parlementaire. Ça a été annoncé le 6 mars. Cette mission va durer 6 mois. Quelle est la lettre de mission de cette commission ? Ma lettre de mission est assez large. Je voudrais vous dire une chose importante aujourd'hui, c'est que l'expression soumission chimique n'est peut-être pas la bonne expression en vrai. Parce que plus j'écoute les témoignages, plus j'écoute les spécialistes, je me rends compte que finalement c'est un vrai empoisonnement. On est quelque part dans un empoisonnement moderne, avec des drogues, avec des médicaments, ce qui ne pouvait moins arriver précédemment, parce qu'il y a une accessibilité très facile, vous l'avez dit tout à l'heure, grâce à Internet par exemple. Donc cette lettre de mission, elle va dans un premier temps me permettre d'expliquer que en France, on n'a pas les possibilités de recenser toutes les victimes. Donc ça, on va dire, c'est un premier objectif dans ma mission, c'est recenser toutes les victimes partout en France. Et puis après, l'accessibilité à la preuve, on en a parlé dans un deuxième temps. Et pour revenir sur ce que vous avez dit sur le maillage territorial, vous avez raison, il faut absolument que toutes les professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, le monde du médico-légal, le judiciaire, tous ces gens-là s'organisent mieux. Parce que vous voyez bien, chacun en fait a des méconnaissances à chaque niveau de cette prise de conscience de la soumission chimique, et sans bonne coordination, on n'arrive pas à prouver les choses et à accompagner au mieux les victimes. Alors vous allez estimer précisément le nombre de victimes, m'avez-vous dit. Donc vous allez faire un appel à témoignages, j'imagine. Qu'est-ce que vous allez faire de ces témoignages que vous allez recevoir ? Les témoignages, j'en ai reçu des milliers, j'en reçois encore tous les jours. Et je vais, à l'occasion d'une table ronde, amener à faire en sorte que des victimes puissent témoigner. Des victimes et aussi des victimes collatérales, parce que ça touche parfois de manière très large, ça peut toucher toute une famille. Les victimes que je vais pas pouvoir écouter, eh bien, je vais certainement leur proposer une autre solution. Par exemple, leur donner la possibilité de me transmettre leurs témoignages dans un livre blanc. C'est aussi un moyen pour moi de les accompagner dans une réparation par rapport à quelque part à ces ravages que font la soumission chimique. Alors ces ravages, ils sont nombreux, comme toutes les agressions, évidemment, il y a des conséquences de stress post-traumatique importants. Les dégâts psychologiques peuvent se faire ressentir des semaines, des mois, voire des années après. Vous dites que vous avez découvert le psychotrauma. Quelles sont les conséquences pour vous, encore aujourd'hui, de cette agression ? Alors le psychotrauma, vous le dites très bien, je l'ai découvert, je pensais que ça allait durer 15 jours. En fait, je suis toujours en convalescence, ça dure au minimum 1 an. Le psychotrauma, il est très complexe.
Il s'exprime chez les victimes par différents moyens. Ça peut être des troubles du comportement alimentaire parce que comme on a été quelque part empoisonné, on a du mal à manger. Ensuite, on peut avoir aussi ce qu'on appelle les symptômes d'hypervigilance. On sursaute pour un rien. Des troubles du sommeil. Ça encore aujourd'hui toujours. Dans la rue? Toujours. Et les thérapies pour accompagner les victimes sont là. Malheureusement, il n'y a pas encore assez de thérapeutes pour accompagner ces victimes. Les thérapeutes ne sont pas encore assez formés. Mais on peut pas tout de suite, par exemple, utiliser des thérapies d'exposition prolongée comme le MDR. Il faut attendre un petit peu. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très long. Et puis, vous avez des conséquences sur le corps, par exemple. Comme vous vous bloquez finalement, eh bien, vous pouvez avoir énormément de problèmes. Par exemple, des problèmes de dos, des problèmes variés à ce niveau-là. Et moi, je les ressens aujourd'hui. Joël Guerriau, celui que vous accusez, dès le lendemain de ce qui vous est arrivé, s'est placé en arrêt maladie. Il perçoit évidemment toujours ses indemnités parlementaires. Vous êtes plongé dans le parcours aujourd'hui de l'instruction. Vous vivez, comme toutes les victimes, les impacts de cette après-agression et surtout ces procédures lourdes d'instruction et de tous les coûts liés. En tant que député, donc au cœur quand même du dispositif et de ce que l'on pourrait faire avancer pour les violences et pour l'aide aux victimes, comment est-ce que vous vivez cela ? Je vis cela difficilement comme toutes les victimes parce que en vrai c'est un parcours qui s'exprime comme un chemin de croix finalement. C'est un vrai chemin de croix parce qu'il faut se battre tous les jours, parce que c'est un parcours semé d'embûches, étant donné qu'il y a des difficultés en lien avec, par exemple, le fait pour les victimes de pouvoir recourir à la preuve, ensuite d'être crues, être bien accompagnées sur le plan médical, sur le plan psychologique, mais aussi par l'environnement. Et puis, il faut quand même savoir que, eh bien, porter plainte, c'est pas facile. Et même pour vous en tant que député ? Oui, parce que aujourd'hui. Je vous assure, des fois dans la journée, je me dis mais qu'est-ce que c'est dur. Oui. Et je l'ai fait parce que je suis députée, parce que j'ai souhaité être en cohérence avec mon engagement. Mais ça coûte sur la santé, ça coûte sur le moral, ça coûte par rapport à nos relations aux autres, et puis financièrement. C'est très cher. Ça coûte très cher. Et ça, c'est un frein majeur et vraiment. Je tiens à le dire aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on écoute ça et qu'on comprenne ça une bonne fois pour toutes. On dit très souvent, les victimes ne portent pas plainte, les plaintes ne vont pas jusqu'au bout, mais financièrement, les victimes n'ont pas les moyens. Ça coûte trop cher. C'est impossible. Donc ça, c'est vraiment pour beaucoup de victimes en France. Elles ne peuvent pas. D'où l'intérêt des associations qui peuvent les accompagner. Alors moi, j'ai envie de vous demander, quel conseil vous donneriez à ceux ou à celles qui pourraient se retrouver sous une tentative de soumission chimique ? Quels sont les signes qui permettent de réagir, d'échapper à cette agression ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça vous arrive ? Alors, déjà, il y a un premier élément important, il faut déculpabiliser. Parce que, comme je vous ai dit, notre agresseur, on n'avait pas imaginé qu'il puisse l'être. Alors, après la sidération, on ressent des choses, en fait. Mais au tout départ, quand vous buvez un verre où votre agresseur a mis quelque chose dedans, ou si vous mangez quelque chose, tout simplement, où il a dissimulé une drogue, eh bien, vous avez quand même des signes. Alors, ça peut être des sueurs, des tremblements, la tête qui tourne, des nausées. C'est très bizarre. À partir du moment où on boit quelque chose ou si on mange quelque chose, on a vraiment des signes comme ça. C'est vraiment des signes quelque part de malaise liés au fait qu'on a mangé quelque chose qui n'est pas bon ou qu'on a bu quelque chose qu'il ne fallait peut-être pas boire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est comme un empoisonnement. Et puis, donc il faut fuir. Là, eh bien, il faut tout de suite en parler à quelqu'un. Si on est seul avec l'agresseur, comme vous par exemple.
En fait, essayez d'envoyer un message SMS, déjà d'alerte. avant de sortir pour que votre entourage sache où vous êtes. Et si sur le moment ça va pas, envoyez un message à quelqu'un pour dire que vous vous sentez pas bien. D'ailleurs, Donnez c'est ce que le vous lieu. avez fait. Vous avez demandé à un de vos amis parlementaires de Oui. venir vous aider à sortir de cette situation, de venir Absolument. vous chercher au taxi. Absolument. Et c'est lui qui vous a dit il faut que tu ailles immédiatement consulter. Oui, et surtout, voyez, si vous êtes dans une situation où vous avez une personne qui manifeste tous les signes que j'ai décrits, eh bien, il faut surtout lui dire « je suis là ». Il ne faut pas lui dire « va te coucher ». Hein. Bah non, Surtout pas aller se puisqu'on coucher. a bien compris que Mais les bien. substances perduraient pas et que donc il fallait absolument se faire tester Absolument. très vite. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, se dire que oublier des choses, avoir peur, c'est normal en fait. C'est normal. Il faut jamais culpabiliser parce qu'on n'est pas responsable. Non, on n'est jamais victime de ce qui nous arrive, on n'est jamais coupable de ce qui... Enfin, on est victime de ce qui nous arrive, on n'est jamais coupable de ce qui se passe. Sandrine Josso, merci pour ce témoignage ce matin. Merci Muriel. Merci à vous, Sandrine Josso. Et important de rappeler aussi qu'à ce stade, le sénateur Joël Guerriau est présumé innocent, qu'il est mis en examen, je cite, pour administration à une personne à son insu d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Dans un premier temps, il a plaidé une erreur de manipulation. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à vous également, Muriel Réus. On vous retrouve dimanche Merci prochain. Jean-Marie, à dimanche. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.